basée sur des faits réels. Il y a des actions qui changent une vie. Et parfois, elles la détruisent. Marc a rencontré Élise à la fac, un soir de printemps où la ville sentait le jasmin et la liberté. Ils avaient ce type d'alchimie qui fait croire que le monde est simple. Regards complices, promesses murmurées, projets dessinés sur des serviettes de café. Ils ont emménagé dans un petit T2 avec vue sur un toit en ardoise, et pour eux la vie se résumait à 2 billets de métro et un grand rêve commun. Les premières années furent pleines de rires volés, de plats partagés et de silences qui ne pesaient pas, des silences qui réconfortent. Marc pensait alors que l'amour suffisait à combler tout le reste. Ils se sont mariés sans grande cérémonie, entourés d'amis et de quelques lumières suspendues dans la cour. Élise aimait la poésie, les librairies d'occasion et les cafés où l'on parle fort pour cacher sa timidité. Marc travaillait comme technicien dans un centre culturel, il n'avait pas beaucoup d'argent mais offrait tout ce qu'il savait donner. Présence, gentillesse, une constance rare. Ils se soutenaient dans les petits coups durs et construisaient leur futur à force de patience. Tout paraissait simple et solide, comme s'ils avaient trouvé la bonne trajectoire. Un hiver, les choses ont commencé à se fissurer. Élise s'épuisait de plus en plus, ses cheveux tombaient, ses mains tremblaient parfois en tenant une tasse. Au début, ils ont mis ça sur le compte du stress et des horaires éreintants. Puis les catastrophes petites se sont répétées, rendez-vous médicaux, fatigue abyssale, examens sans fin. Les médecins parlaient prudemment. Les mots « insuffisance rénale » sont arrivés comme une tempête qu'on n'attendait pas. L'annonce a été brutale, des reins défaillants qui nécessitaient une greffe urgente. Les listes d'attente étaient longues, et la peur de la dialyse a vite plané sur eux. Marc ressentit une urgence qu'il n'avait jamais connue, la volée d'adrénaline d'un homme prêt à tout pour sauver celle qu'il aimait. L'idée de perdre Élise devint inimaginable. Sans hésiter, il décida d'être testé comme donneur. Le geste n'était pas dramatique pour lui, c'était l'évidence. Lorsque les résultats montrèrent une compatibilité, Marc pleura à en perdre son calme. Il aurait la chance de lui offrir une vie nouvelle. Ce fut alors, pour eux, l'espoir, la lumière au bout d'un tunnel trop sombre. Les semaines qui suivirent furent un chaos d'hôpitaux, de formalités et de prières silencieuses. Ils partagèrent des nuits à la fois longues et lentes, où chaque son pouvait faire basculer l'espérance. Les proches les entourèrent, parfois maladroitement, mais avec une force sincère. Marc passa ses derniers jours avant l'opération à répéter des promesses et à accumuler des petits détails. Un carnet de recettes, une playlist, des photos. Il voulait que la vie après la greffe reste imaginable pour eux deux. Le jour de l'intervention, la salle d'attente ressemblait à un théâtre où les sentiments se jouaient à huis clos. Marc regarda Élise pour la dernière fois avant que les portes ne se ferment et pensa à tout ce qu'ils avaient traversé. Il se sentit calme, comme si l'acte donnait enfin un sens à ses peurs. Les chirurgiens firent ce qu'ils savaient faire. La science, la technique, l'effort humain. L'opération fut longue. Marc se souvint des heures où tout était flou, de la douleur ensuite, des nuits blanches en convalescence où même respirer demandait un effort. Il accepta la douleur sans plainte, parce que voir Élise reprendre couleur dans ses paupières lui paraissait la seule vraie récompense. Chaque étape de sa guérison, chaque mot de la part des infirmières devint une pierre posée pour reconstruire un futur commun. Quand Élise ouvrit les yeux avec ce sourire fragile, Marc sut que rien n'aurait été en vain. Elle lui disait merci d'une voix tremblante, et il sentait que tout le poids de l'effort avait enfin une réponse. La maison reprit des bruits de vaisselle, de pas, des petites habitudes. Le rituel du café du matin, les plantes sur le rebord de la fenêtre, les livres encore empilés près du lit. Pour Marc, tout paraissait renaître. Il faisait des gestes lents pour économiser son souffle et prit la lourde tâche de veiller sur elle comme s'il faisait retour sur un pré de vie. Leur quotidien retrouvait des couleurs, mais, dans les ombres, quelque chose semblait ne plus être tout à fait le même. Les premières semaines après la greffe furent un mélange de gratitude et de fatigue. Marc supportait des pansements, des rendez-vous et des restrictions, parce que voir Élise rire le matin effaçait ses mots. Il se rappelait souvent de leur première promenade post-opération, l'air frais du matin et la façon dont elle retenait sa main. Pourtant, des fragilités nouvelles s'installaient subtilement, comme des fissures invisibles. Elles n'étaient pas évidentes, mais Marc ressentait une dissonance dans le rythme de leur journée. Élise reprit des forces, sortit pour des rendez-vous médicaux, retrouva quelques amis. Sur le palier, elle tombait parfois dans un silence que Marc ne comprenait pas. Absence, regard fuyant, phrases incomplètes. Lui attribuait cela à la peur de l'après-opération, pensant que la convalescence laissait des traces qu'il fallait laisser s'estomper avec le temps. Il l'encourageait, patient, comme on cajole un oiseau aux ailes froissées. Au fil des mois, Marc sentit la tendresse qu'elle lui témoignait devenir plus rare. Les gestes qui autrefois semblaient automatiques, déposer un baiser sur le front, un mot laissé sur la table, se firent compter. Il en ressentait une douleur sourde,
comme si la générosité qu'il avait donnée avait créé une dette qui n'était pas remboursée en chaleur. Son esprit oscillait entre gratitude et inquiétude. Il se demandait s'il avait mal compris quelque chose, si son geste avait été perçu comme une obligation plutôt qu'un acte d'amour. Les questions restaient sans réponse. Pourquoi cette distance? Pourquoi ce retrait progressif? Toute son attention se concentra alors sur la petite étincelle d'eux qu'il tentait de préserver. Malgré cela, il ne regrettait pas. Chaque respiration d'Élise, chaque sourire retrouvé justifiait pour lui le don. Mais une part de lui commençait à apprendre une vérité amère. Sauver une vie ne garantit pas toujours d'y retrouver la place que l'on espérait. Au début, ces changements furent presque imperceptibles. Un regard évité, une phrase coupée, une distance physique légère. Marc tenta d'expliquer ces silences par la fatigue post-opératoire ou par la peur d'un retour de maladie. Il tenta encore plus de patience, multipliant les attentions. Petit déjeuner préparé, rendez-vous médicaux pris en charge, massage des mains quand elles paraissaient tendues. Il croyait ainsi recoller les morceaux d'un quotidien qui les avait unis. Mais la routine cédait peu à peu sa place à l'étrangeté. Élise passait des heures sur son téléphone, riant parfois seule, et rangeait l'appareil comme si elle venait de commettre un petit secret. Elle sortait plus souvent, prétextant des après-midi de marche ou des cafés avec une amie. Marc observait ces changements avec une douleur muette. Il essayait d'entendre l'origine du malaise sans jamais vraiment la trouver. Il y eut aussi des mensonges petits et fragiles, pas nécessairement cruels au départ. Des « je sors avec Louise » qui s'éternisaient, des retours imprévus à la maison où elle semblait absente. Ces détails s'accumulaient comme des gouttes qui finissent par faire déborder un vase. Marc était confronté à une contradiction. La femme qui avait reçu son don était là, mais son regard s'éloignait. Les conversations devenaient mécaniques. Quand il posait une question, elle répondait par des phrases courtes, parfois ironiques. Elle le renvoyait à ses propres défauts, lui reprochant d'être trop possessif ou trop inquiet. Ces mots le blessaient profondément, car il ne cherchait que stabilité et reconnaissance après avoir risqué sa vie pour elle. Pourtant, au fond de lui, il refusait l'ultimatum de la douleur. Il tentait de croire que la colère et la distance finiraient par se dissoudre avec le temps. Chaque matin, il se réveillait en répétant qu'il avait fait le bon choix. Mais la réalité, insidieuse, travaillait à autre chose. Les téléphones devenaient des murs entre eux. Élise consultait son écran sous la table, éteignait l'appareil quand il entrait dans une pièce, répondait au quart de tour puis redevenait silencieuse. Marc apprit à surveiller sans être vu, un regard furtif au coin d'une conversation, un post partagé rapidement. Il luttait contre l'envie d'espionner, mais la curiosité et la peur le tenaillaient. Il tenta d'organiser des sorties pour raviver la complicité. Cinéma, marché le dimanche, petites escapades hors de la ville. Parfois, cela marchait, de courts rires revenaient, des confidences timides réapparaissaient. D'autres fois, le silence retombait plus lourd que jamais, comme un rideau que rien ne pouvait relever. Ces montagnes russes émotionnelles l'épuisèrent. Une nuit, il surprit un sourire sur le visage d'Élise en contemplant discrètement son téléphone posé sur la table. Le détail le transperça comme une lame. C'était le sourire d'une femme qui partageait une intimité avec quelqu'un d'autre. Pour la première fois, la jalousie ne fut pas seulement une vague, elle devint un raz-de-marée. Il tenta une approche douce, adresser ses craintes sans blâmer, demander des explications sans accuser. Mais à chaque tentative, elle se braquait davantage, le qualifiant d'étouffant. Il sentit alors, plus noir que la colère, l'amertume de la solitude partagée. Malgré tout, il gardait une dernière lueur d'espoir. Il se disait que la fatigue émotionnelle, post-traumatique, pouvait expliquer beaucoup. Il croyait que la confiance pouvait se réparer si on lui laissait le temps. Mais le temps, parfois, ne guérit pas tout, il révèle. À mesure que la distance se creusait, Marc commença à fouiller les recoins du passé, à relire de vieux messages, à chercher des traces d'avant la maladie. Chaque photo qu'il feuilletait semblait lui arracher une mémoire. Rire au bord du Rhône, soirée d'été, promesses chuchotées dans un parc. Il s'accrochait à ses souvenirs comme à des bouées. Ses amis ne comprenaient pas toujours. Certains lui disaient de partir, d'autres de tout pardonner au nom de la compassion. Il le poussait, conseillait, mais leur voix restait extérieure à sa propre blessure. Seul face à sa douleur, il ne savait plus s'il cherchait une explication ou un signe pour partir. La nuit, il écrivait parfois dans un cahier anonyme, mots saignés, phrases qui servaient d'exutoire. Ces textes, d'abord secrets, devinrent sa façon de tenir. Il apprit à transformer la déception en phrases, la colère en métaphore, c'était sa survie silencieuse. Un soir d'automne, la rupture frôla la confession. Il sentit que quelque chose d'irréversible se préparait. Mais il repoussa l'heure fatidique, espérant encore un mot, un geste qui ramènerait Élise à lui.
Il ne se doutait pas que l'onde de choc allait arriver plus vite qu'il ne l'imaginait. Il continua à donner, à attendre, à croire. Il ne savait pas encore que le plus brutal des messages était en route, prêt à renverser tout ce qu'il avait tenu pour vrai. C'était un matin de pluie fine, quand le salon sentait la moutarde et la pluie sur le trottoir. Élise était à la douche, Marc préparait du café, la radio en sourdine. Le téléphone d'Élise vibra sur la table, léguant un son qui, soudain, fit basculer l'air. Sans y réfléchir, il le saisit. L'écran montrait un message simple, une phrase courte et fatale, « Hâte de te voir ce soir ». Il sentit la nausée monter, comme une vague froide qui remonte jusqu'à la gorge. L'expéditeur n'était pas un numéro anonyme, un prénom, un diminutif, quelque chose qui sonnait étranger à son histoire. Ses mains tremblaient, il referma l'écran, incapable de lire d'autres détails. L'instant étira une éternité muette. Il replaça le téléphone exactement comme il l'avait trouvé, le cœur en miettes mais la tête encore incrédule. Il n'existait pas de faute parfaitement prouvée dans ce message, seulement cette évidence qui brûlait, quelqu'un d'autre entre désormais entre eux. Marc se dit qu'il devait encore garder la dignité, qu'il ne devait pas se laisser emporter par une confrontation sans témoin. La journée se passa dans un brouillard. Les gestes semblaient mécaniques, et la maison, habitée par des souvenirs, lui apparut comme une scène abandonnée. Chaque objet lui rappelait un moment partagé, et la douleur de la trahison transforma ces objets en preuve d'un abandon progressif. Quand, ce soir-là, Élise enfila une robe qu'il connaissait et dit qu'elle sortait avec une amie, Marc sut qu'il faisait face à un mensonge. Il la regarda s'éloigner, sentant le sol se dérober. Ce fut l'un de ces soirs où le monde cesse d'être compréhensible et où un silence s'installe, épais et définitif. Les jours suivants furent un supplice à l'état pur. Marc cherchait des signes, des preuves, des réponses qu'il n'obtenait pas. Il osait parfois ouvrir le téléphone d'Élise quand elle n'y était pas, mais restait paralysé devant la masse d'informations. Photos, noms, conversations à moitié effacées. Chaque découverte le blessait davantage. Il tenta la confrontation, d'abord douce, puis de plus en plus directe. Une question simple, posée un soir, « Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» provoqua un flot d'excuses et de dénégations au début. Mais la vérité finit toujours par s'imposer. Face à son insistance, Élise céda, les mots sortant comme arrachés, « Oui. » Depuis un moment. La phrase tomba, sèche et nette. Pour Marc, c'était comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Il repensa aux nuits à l'hôpital, aux larmes, aux gestes ultimes qu'il avait fait pour elle. Chaque souvenir chrétien, chaque instant précieux prit la couleur d'une absurdité tragique. Puis, plus douloureuse encore, la confession qui fit basculer le tout, « Je ne t'ai jamais demandé de me sauver la vie ». Ces mots n'étaient pas prononcés pour le blesser, mais glacèrent son âme d'une façon irréversible. Ils signifiaient que son sacrifice n'avait pas la même valeur dans le cœur de celle pour qui il avait risqué tant. Marc resta un long moment sans réponse, le visage vidé. La trahison avait cette particularité d'être plus violente lorsqu'elle prenait la forme d'une indifférence froide plutôt que d'un affront passionnel. Il se sentit alors réduit au silence, avalé par une douleur qu'il n'aurait jamais su anticiper. Après la révélation, la maison cessa d'être un refuge. Les cadres furent vidés, les livres déplacés, les rires étouffés. Élise partit quelques jours plus tard, sans grandes explications, laissant derrière elle un vide qui paraissait plus grand qu'un départ. Marc se retrouva seul face à ce qui restait de leur vie commune. Il n'y eut ni bruit de bagages, ni élan dramatique. Juste la trace d'un parfum qui persistait encore quelques heures après son départ. Certains voisins notaient son visage hagard, ses pas lents dans la cour. Marc marchait désormais comme on erre après un naufrage, sans destination précise, porteur d'un sentiment d'injustice immense. Le processus de deuil commença dès lors. Ce n'était pas la mort d'un être, mais la fin d'un « nous » qui avait existé seulement par ses propres soins. Il revit mentalement l'opération, les nuits où il avait serré la main d'Élise dans un couloir froid, en promettant des lendemains. Toutes ces promesses, désormais, résonnaient comme des mots dits à un mur. Seul, il commença à mettre des mots sur son vécu. Les phrases écrites à la main devinrent un exutoire. Il nota ce qu'il avait donné, ce qu'il avait perdu, et la façon dont il s'était senti vidé. Ces textes restèrent d'abord privés, écrits dans la pudeur de la nuit, mais ils devinrent le moyen par lequel il apprit à regarder la blessure en face. La solitude fut rude, mais elle permit aussi à Marc de mesurer l'ampleur réelle de son acte. Il n'avait pas seulement donné un organe, il avait offert une partie de sa confiance. Et cette confiance, trahie, demanda du temps pour cicatriser. Pour éviter de s'enfoncer davantage dans sa solitude, car Élisea avait quitté la maison pour vivre sa vie, Marc s'est mis à écrire chaque matin. Au début, ce n'étaient que des phrases notées dans un carnet. Des scènes, des impressions,
des images qui le tourmentaient. Petit à petit, ces pages ont pris la forme d'un récit structuré, intime et brut. Il n'écrivait pas pour se venger, il écrivait pour comprendre, pour éviter que l'histoire ne se transforme en ressentiment aveugle. Les textes ont circulé d'abord entre amis, puis sur un petit blog anonyme. Les lecteurs ont commencé à réagir par des messages empreints d'empathie. « Merci, je me reconnais dans ces mots, vous m'avez aidé ». Ces retours ont été comme une main tendue. Ils ont fait comprendre à Mark qu'il n'était ni seul, ni fou, ni vaniteux. Un éditeur indépendant a finalement pris contact avec lui. Il lui a proposé de publier ses textes sous forme de recueil. Le titre proposé, « Je le referai », sonnait à la fois provocateur et confessionnel, et Mark l'accepta à contre-cœur. Il ne recherchait pas la célébrité, il cherchait un moyen d'exprimer sa souffrance de manière utile. La publication changea sa vie. Le livre toucha un large public, captivant des milliers de lecteurs qui s'identifièrent à lui. Il fut invité à des émissions, des débats et des rencontres sensibles où chacun venait partager ses propres blessures. Mark découvrit que ces mots avaient une puissance que la solitude n'aurait jamais pu mesurer. Paradoxalement, ce succès littéraire l'aida à se reconstruire. Les larmes qu'il avait retenues trouvèrent refuge dans des mots compris par d'autres. Son histoire devint utile, non pas parce qu'elle glorifiait son sacrifice, mais parce qu'elle montrait la complexité des relations humaines à travers le prisme de la générosité. Lors d'une grande interview télévisée, un présentateur posa une question simple et directe. « Et si elle vous regardait à cet instant, que lui diriez-vous » Mark prit une longue inspiration et répondit sans détour « Je le referai ». Ces mots, prononcés en public, devinrent viraux. Il n'était pas une apologie de la souffrance, mais l'affirmation d'un choix conscient et lucide. Le lendemain de l'émission, son téléphone sonna. Un message court, presque mécanique, « On doit parler ». Il reconnaissait l'écriture, le ton. C'était Élise. Des émotions contradictoires l'assaillirent. Colère, curiosité, une pointe d'ancienne tendresse. Il hésita, puis accepta le rendez-vous, non pas pour reconstruire, mais pour clore. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret, loin des projecteurs. Elle était différente, plus pâle, plus frêle, moins dure. Ses mots venaient entrecoupés de pauses lourdes. Elle avoua, sans chercher d'excuses, qu'elle traversait une maladie chronique qui demandait désormais des traitements réguliers et du soutien. Il y avait de la honte dans sa façon de le regarder. Mark écouta. Il était tenté par la compassion et par la méfiance. Tout en elle semblait demander pardon sans le dire. Elle parlait aussi d'isolement, de peur, d'un regret qui la consumait. Mais il comprit que ces regrets ne compensaient pas les années où elle avait été absente, ni la froideur qui avait succédé à sa guérison. Il répondit avec calme, sans spectacle. Il n'était plus la même personne qui avait accepté de donner un rein. Il avait reconstruit une vie où sa dignité comptait. Il exprima ses limites avec douceur. Il pouvait souhaiter la paix pour elle, mais n'avait plus rien à offrir de vital. Ce fut une conversation qui ferma une porte sans la claquer. Après cette rencontre, Mark recommença à vivre pour lui et pour les autres à qui ces mots pouvaient servir. Il participait à des associations qui aidaient des donneurs et des personnes en convalescence, donnant de son temps comme d'autres donnent de l'argent. Il créa des ateliers d'écriture thérapeutique pour partager les outils qu'il avait découverts. Il y eut des moments de tentation à repenser tout, revenir en arrière, répondre à l'appel d'un passé qui cherchait consolation. Mais la reconstruction n'est pas un retour en arrière. C'est un travail de patience et d'apprentissage. Mark S.Y. Engagea. Il apprit à poser des limites et à reconnaître la valeur de son propre corps et de sa propre histoire. Il rencontra, au fil du temps, des personnes touchées par son livre qui veillaient à ce qu'il n'oublie pas la fragilité humaine. Parmi elles, une femme, Claire, qui avait elle-même traversé un abandon suite à une longue maladie. Elles commencèrent des rencontres timides, d'abord publiques puis privées, sans promesse hâtive. Avec Claire, Mark redécouvrit la douceur d'être vu sans être sauveur ou sauvé. Les conversations prirent un autre rythme. Elles parlaient de lecture, de café, de promenade où l'on peut rester simplement à côté l'un de l'autre. La tendresse revint, mais sous une forme plus équitable, plus respectueuse des limites personnelles. Petit à petit, la cicatrice intérieure cessa d'être une plaie vive pour devenir une marque de ce qu'il avait survécu. Son livre continuait d'aider des lecteurs, et lui, il apprenait à vivre sans que son identité dépende d'un sacrifice passé. Chapitre 5. Le temps qui. Les saisons passèrent, et Mark trouva un certain équilibre. Il travaillait toujours dans le milieu culturel, mais désormais il consacrait aussi des heures à des associations, à des conférences et à des ateliers d'écriture. Chaque rencontre lui rappelait qu'il n'était pas seul et que sa douleur avait permis à d'autres de se sentir moins isolés. Il mesurait la portée d'un geste qui, bien que trahi,
avait offert de l'espoir à plusieurs. Claire et lui construisirent une relation faite de petits gestes et d'un respect profond. Ils évitaient les grands mots trop vite placés, ils préféraient laisser les silences s'espacer et les rires se répéter. Avec elle, Marc apprit à recevoir autant qu'à donner. Il éprouva le sentiment de ne plus être défini par son sacrifice, mais par l'homme qu'il était devenu. La vie lui donna d'autres sources de sens. Il coordonnait désormais des groupes de parole pour donneurs, échangeait avec des médecins, aidait à sensibiliser sur la don d'organes sans romantiser la douleur. Il souhaitait que personne ne se sente obligé ou isolé après un acte si intime. Sa parole devint une ressource. Il garda dans un coin de son cœur la mémoire d'Élise, non comme une blessure ouverte, mais comme une leçon. Il comprit que certaines personnes aiment avec des limites qu'on ne peut pas forcer. Sa générosité n'en fut pas moins réelle, mais il n'autorisa plus qu'elle efface sa propre valeur. Ainsi se posa la vérité simple. On peut donner et survivre, se sentir trahi et pourtant se reconstruire. La résilience de Marc devint sa plus belle réponse à la douleur subie. Un jour, lors d'une rencontre publique, une jeune spectatrice leva la main et demanda « Comment avez-vous fait pour pardonner ?» Marc sourit, réfléchit et répondit « Je ne l'ai pas fait pour elle. Je l'ai fait pour moi, pour ne pas la laisser gouverner ma vie. » Ces mots résonnèrent dans la salle. Il n'y eut pas d'ovation, seulement des larmes et des regards qui disaient « Moi aussi ». Il ne prêchait ni le pardon obligatoire ni l'oubli. Il parlait de choix personnels, de liberté intérieure. Le public le remercia pour sa franchise. Beaucoup s'approchèrent ensuite pour raconter leurs histoires, donneurs, abandonnés, survivants. Marc comprit que sa vulnérabilité avait créé une communauté. Claire et lui continuèrent leur chemin, sans pression, cultivant la tendresse dans la durée. Ils n'effacèrent pas ce qui avait été, mais ils bâtirent autre chose qui leur appartenait. Leur histoire devint, pour Marc, la preuve qu'on peut aimer sans s'annihiler. Il participa à des campagnes informatives sur le don d'organes, insistant sur la préparation psychologique et le soutien post-opératoire. Il partageait sa propre expérience comme témoignage, non comme modèle, mais comme mise en garde et encouragement. Sa vie prit une autre couleur. Elle était faite d'engagement, d'amitié, d'écriture et d'un amour qui ne demandait pas de paiement en retour. Marc apprit que la valeur d'un geste ne dépend pas toujours de la reconnaissance reçue. L'essentiel était la cohérence avec soi-même. À la fin, il n'y eut pas de revanche spectaculaire, pas de revanche publique. Élise ne revint jamais pour exiger quoi que ce soit. La rumeur de son départ resta un fait isolé dans la mémoire des voisins. Marc n'attendit pas de justice. Il se fit justice lui-même en continuant de vivre pleinement. Il finit par donner des conférences à l'étranger, parler dans des hôpitaux, rencontrer des familles touchées par les mêmes dilemmes. Sa voix, jadis fragile et brisée, devint ferme et claire. Il savait comment raconter sans s'appesantir, comment transformer la douleur en message. Il se rappela souvent de ce jour à l'hôpital, du regard d'Élise quand elle avait ouvert les yeux après l'opération. Il souriait parfois en se demandant s'il pouvait revivre ces instants. La réponse restait la même. Oui, il le referait, parce que la vie d'autrui avait de la valeur à ses yeux. Mais il savait désormais que ce geste n'exigeait ni l'effacement de soi, ni la perte de dignité. Les années lui apprirent que l'amour peut être à la fois généreux et ingrat, mais qu'on peut décider des conditions de sa générosité. Marc choisit d'aimer ensuite avec des frontières claires, en prenant soin de lui autant que des autres. Et ainsi, lentement, la blessure se transforma en histoire à raconter. Non comme une plainte, mais comme une carte pour ceux qui traversent la nuit et cherchent la lumière. Marc n'était pas un héros en cap. Il était un homme ordinaire qui, par un geste extraordinaire, avait découvert la complexité des cœurs humains. Son don sauva une vie, mais n'acheta pas la gratitude. Il apprit que la valeur d'un acte ne dépend pas toujours de la reconnaissance reçue, mais de la vérité qu'on porte en le faisant. Son livre continua d'être lu par des milliers de vidéos à quelqu'un qui a besoin d'entendre que la reconstruction est possible. Cloche, abonnez-vous pour d'autres récits réels et puissants. Si cette histoire vous a touché, un like et un partage aident beaucoup.